Bonjour à tous, merci d'être venus à ce talk sur le potentiel du Deep Reinforcement Learning. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Johan Jublan, je suis data scientist chez Xebia PSE depuis presque un an maintenant. Et je vais donc vous parler du Deep Reinforcement Learning. On va commencer par voir pourquoi le Deep Reinforcement Learning, donc qu'est-ce qui va nous amener à choisir cette solution. On va ensuite choisir un algorithme, parce qu'il y en a plusieurs à notre disposition. On va essayer de voir comment adopter une bonne stratégie d'exploration pour notre algorithme de Deep Reinforcement Learning. On va ensuite choisir une fonction de reward. Il va falloir qu'on explique à notre algorithme quand est-ce qu'il fait bien et quand est-ce qu'il fait mal. On va se poser ensuite la question de savoir si parfois ça marche. Et c'est pas juste pour la blague, on va vraiment se poser ces questions-là. On va voir quels outils peuvent nous aider à faire que ça puisse marcher. Et enfin, on se posera la question si demain, on peut passer en production sur du Deep Reinforcement Learning. Alors, on va commencer par pourquoi le Deep Reinforcement Learning. Mais d'abord, je vais vous présenter un use case que vous connaissez peut-être. On a une petite voiture qui doit conduire toute seule sur une piste. Et du coup, pour faire ça, la petite voiture, elle a une caméra, donc elle va capter des images. Elle a un contrôleur, donc elle va gérer l'angle et l'accélération de la voiture. Alors, la prise de décision dans un environnement complexe, c'est vraiment ça, le reinforcement learning. On a un agent qui reçoit, à chaque instant T, l'état du monde dans lequel il est. Donc, on appelle ça ST, et ici, pour le coup, c'est une image, puisque l'agent, qui est donc notre voiture, reçoit des images successives les unes après les autres. Cet agent-là, il prend des décisions, des actions, à chaque instant également, après avoir reçu l'état du monde. Et ici, c'est comment je tourne le volant et comment j'accélère. Il envoie ces informations-là à un environnement qui lui retourne un nouvel état du monde et aussi, ce qui est très important, une récompense. La récompense, elle peut être positive, elle peut être négative, elle peut être nulle. Quand on fait une bêtise, on est puni, entre guillemets. Quand on fait quelque chose de bien, on est récompensé. Quand on fait quelque chose qui n'a pas trop d'utilité, c'est nul. Donc ça peut être souvent égal à 0. Et on répète cette opération autant de temps que dure la séquence. Une séquence, par exemple, c'est quand on va jouer à un jeu, c'est jusqu'à ce qu'on perde ou jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du monde. Alors, le Deep Reinforcement Learning est un bon candidat pour répondre à ce use case-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un problème de décision, donc il va falloir prendre des actions. On a une stratégie à plus ou moins long terme, il faut pouvoir anticiper les virages, savoir si on va ralentir ou accélérer, un peu à l'avance. Et donc, une stratégie de plus ou moins long terme, le reinforcement learning est un bon candidat. Créer des labels serait long, parce qu'il faudrait, pour chaque situation, dire à l'algorithme si c'est bien, enfin, donner exactement ce qu'il faut faire, la bonne réponse. Nous, on n'a pas envie de faire ça, parce que ça peut être long de créer ces labels-là. Donc, encore une fois, le reinforcement learning est un bon candidat, parce qu'on n'aura pas à créer les labels. Enfin, on est dans un environnement complexe, donc c'est assez naturellement qu'on va se tourner vers une solution deep, et c'est pour ça que globalement, notre use case appelle du deep learning et du deep reinforcement learning en particulier. Alors on va commencer par choisir un algorithme. Et la première option qu'on a, c'est un algorithme qui va nous prédire une valeur, directement la valeur des actions. Ce que j'entends par valeur ici, et dans la littérature c'est ça, c'est-à-dire quand on prend une action dans un état du monde donné, la valeur, ça va être l'ensemble, la somme des rewards futurs qu'on peut espérer. Évidemment, on va donner un peu moins d'importance aux rewards de demain et d'après-demain, mais n'empêche que la valeur d'une action, c'est l'ensemble des rewards futurs. Et pourquoi ce n'est pas seulement la reward de l'étape d'après? C'est parce qu'on veut pouvoir adopter une stratégie de long terme. On veut pouvoir anticiper à long terme ce que ça va nous rapporter. Par exemple, si on tourne complètement à droite alors que le virage est à gauche, on ne va peut-être pas se planter tout de suite, mais peut-être dans 2 ou 3 minutes, ou 3 secondes plutôt. Et donc ça, on veut l'anticiper. Ce qu'on veut, donc, c'est la valeur à long terme des actions qu'on va prendre. Alors comment ça marche? On a un environnement. Là, ici, sur cette slide, vous voyez, il y a 2 piments. C'est l'une des rares slides un peu plus techniques, donc ne vous inquiétez pas, après on va retourner sur plutôt des intuitions. Et là, je vais expliquer vraiment le mécanisme qui a lieu pour prédire la valeur d'une action. Donc on a un agent qui est plongé dans un environnement, et cet agent-là, il reçoit un état, et ici, pour chaque action possible, tourner à droite, aller tout droit et tourner à gauche, le réseau de neurones
va prédire une valeur, la valeur de chaque action. Ici, c'est la valeur de l'action aller tout droit qui est la plus élevée, c'est celle-là qu'on va choisir. Donc notre première prédiction, c'est la valeur prédite pour l'action choisie, ça va être cette somme, ici ça va être égal à 10. Très bien. Comment savoir si comment améliorer notre modèle maintenant? On va utiliser l'environnement pour ça. On va lui envoyer l'état du monde, puisque l'environnement connaît cet état du monde, mais on va également lui envoyer l'action qu'on a choisie. L'environnement nous renvoie une récompense immédiate en T+1 et renvoie un nouvel état du monde, une nouvelle image, une seconde image. On peut donc refaire passer ce nouvel état du monde dans notre réseau de neurones et prédire quelle est la valeur de cette nouvelle action, de l'action en T+1. Ici, ce sera cette nouvelle somme, ce sera 12. Donc là, vous voyez qu'au départ, on a une prédiction qui est scalée, plus ou moins bonne, et qu'ensuite, grâce à l'environnement, on a une prédiction de la même action dans le même état, mais une prédiction améliorée. Pourquoi? Parce que la première partie, celle qui est entourée en vert, T+1 là, c'est une partie certaine. On est certain de le recevoir puisque c'est ce qu'on a reçu de la part de l'environnement. Et la suite, à partir de T+2 jusqu'à T+n, c'est de nouveau une prédiction qui est faite grâce à notre algorithme. Donc on a deux versions d'une prédiction, une première prédiction et une deuxième version améliorée. Alors ça nous intéresse bien. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire la différence entre les deux et dire que c'est notre pseudo-perte. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que les deux valeurs soient égales. Ça veut dire qu'on prédit à chaque fois la bonne valeur. Et quand on a une pseudo-perte et qu'on a des réseaux de neurones, eh ben, on fait une descente de gradient. C'est sympa, on fait descendre le gradient, le réseau de neurones apprend, et il apprend quoi? Il apprend à donner à chaque fois de meilleures prédictions. Voilà. Et donc là, si vous avez bien suivi, on prédit des actions discrètes, un nombre d'actions déterminé. Maintenant, on va se poser la question, comment prédire des actions dans un ensemble continu? Parce que mon volant, je ne vais pas juste le tourner à droite ou à gauche ou le laisser tout droit. Je vais vouloir choisir un angle, plus 45 degrés, si je veux tourner très fort, plus 30 degrés, moins 20 degrés, etc. Donc là, on complexifie un peu le problème. Et on va passer à un deuxième type d'algorithme ici. On va passer à un type d'algorithme qui est appelé l'acteur critique. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'acteur critique? On va prédire directement l'action, c'est-à-dire directement la valeur de l'angle qu'on veut appliquer aux roues, dans le cas du volant. Mais quand on prédit ça, on ne sait pas comment évaluer ce qu'on va prédire. On ne sait pas comment améliorer notre modèle. Du coup, on va avoir un deuxième modèle qui s'appelle le critique. Lui, il va être là pour regarder ce qu'on fait et dire si c'est bien ou pas. Il va attribuer une valeur à chaque action qu'on va faire. Et grâce au critique, on va pouvoir faire apprendre à notre acteur à mieux prédire les actions. Comment il va faire ça? Alors là, il va faire une montée de gradient. Ici, ce n'est pas une perte, mais un gain. On va essayer de maximiser le gain qui va nous être donné par le critique, ce qui nous permet d'avoir donc un gradient et de modifier les poids du réseau de neurones pour optimiser les valeurs qu'on va obtenir et qui vont nous être données par le critique. Le critique est entraîné comme de la même manière que le modèle qu'on a vu dans la première partie, il va apprendre, lui, à prédire la bonne valeur. Et donc, ils s'entraînent l'un avec l'autre, ensemble, ils vont apprendre ensemble. L'acteur va s'améliorer, le critique également, il va envoyer des meilleures critiques, et l'acteur va encore s'améliorer de mieux en mieux. Alors maintenant, il faut adopter une stratégie d'exploration. Pourquoi? Parce qu'ici, par exemple, on voit que la voiture, elle va rester sur la piste si elle prend cette décision-là. Elle ne va pas quitter la piste. Très bien. Sauf que peut-être, ça aurait été mieux de prendre la corde. Elle aurait été plus vite, voilà, on aurait évité de déborder à droite. C'était peut-être mieux, c'était une meilleure option. Simplement, si je n'explore pas, je ne peux pas le savoir. Mais explorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tester aussi des mauvaises options. Par exemple, sortir de la route. Puisque je n'ai pas d'a priori sur la bonne solution, il faut que j'essaye toutes les possibilités, y compris celles qui vont m'amener vers des rewards nuls, négatives, etc. En tout cas, il faut que j'explore. Et pour explorer, ici, dans l'acteur critique, on va prédire non pas directement une action, mais on va prédire une distribution d'actions. Là aussi, il y a deux piments, mais c'est bientôt fini. On va prédire donc une distribution d'actions, une moyenne qui va être notre, disons, meilleure action possible, et un écart type qui va donner, comment dire, l'ampleur de l'exploration qu'on va réaliser. Un petit exemple. Ici, si on prend cet écart type-là, ça veut dire que
toutes les actions qui correspondent à la zone verte ici vont être fréquemment prises, puisque la probabilité qu'on les prenne est relativement élevée. Par contre, les actions qui s'éloignent trop de la moyenne vont être prises peu souvent. Voilà, donc ça c'est un type d'exploration, et il peut y en avoir plusieurs. Donc on voit sur la courbe bleue, ici, il y a une entropie faible. Ça veut dire qu'on va peu explorer, on va prendre relativement souvent des actions très proches de la moyenne. En revanche, pour la courbe rouge, on va prendre assez souvent des valeurs éloignées de la moyenne. On explore beaucoup plus, on a une entropie élevée. Et donc pourquoi c'est important? Parce que de bien gérer l'exploration, parce que si on explore trop, on n'apprend pas grand-chose. On fait toujours des actions, puis l'action suivante n'est pas très bonne. Donc on n'arrive pas à accumuler un grand nombre de bonnes actions et on n'apprend pas sur le long terme. En revanche, si on n'explore pas assez, on risque de tomber sur un minimum local. Et pour éviter de tomber sur un minimum local, on peut essayer de gérer l'entropie, d'essayer de maximiser l'entropie. Il y a un terme de maximisation d'entropie qui va nous permettre d'explorer suffisamment et de ne pas tomber sur un minimum local, c'est-à-dire une solution qui fonctionne mais qui est sous-optimale. Alors par exemple, on va voir ce que ça peut donner. Ici, on a un petit cheetah, un petit jaguar. Son but à lui, c'est d'avancer le plus vite possible, en ligne droite. Il a commencé à apprendre et il s'est enfermé dans un passage qui l'a amené à faire la culbute. Hop, il se retrouve sur les fesses et il bondit sur les fesses en avant. Il avance. C'est une solution au problème. C'est une solution sous-optimale. Il aurait mieux fait de rester sur ses pattes. Clairement, il aurait été beaucoup plus vite. Donc ce petit cheetah, il n'a probablement pas suffisamment exploré ou pas au bon moment. En tout cas, c'est pour illustrer l'importance de bien gérer l'exploration, de ne pas se spécialiser trop vite, donc de ne pas réduire, réduire l'entropie trop vite. Mais en revanche, si on explore trop, il y a d'autres problèmes qui se posent. On n'apprend pas suffisamment et on n'avance pas suffisamment. Donc il y a un arbitrage à avoir. Ensuite, je vais vous parler de la fonction de reward, parce que là, on a vu qu'on allait explorer. Quelle fonction de reward je vais proposer à mon algorithme pour qu'il apprenne? Alors, il y a deux versions. Ici, à gauche, on pourrait se dire, le but, c'est de faire un tour de piste. Donc, je vais lui donner 100 quand je fais un tour de piste, et 0 le reste du temps. Ce n'est pas une très bonne solution. Pourquoi? Parce que s'il ne sait jamais qu'il a fait quelque chose de bien, la probabilité que, par hasard, il fasse le tour de piste complet est très faible. Donc, c'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais au tour de piste, il n'aura jamais la récompense de 100, il n'apprendra jamais rien. En revanche, donc, on pourrait se dire, peut-être qu'une bonne solution, ce serait de lui dire, tant que tu restes sur la piste, on va te donner des récompenses positives, pour l'amener à essayer de rester un maximum sur la piste. Alors, ça marche peut-être un peu. Par contre, s'il fait demi-tour, il va rester sur la piste, et c'est pas ce qu'on veut. Il va perdre la course parce que le but, c'est de faire le tour de la piste et ce n'est pas de rester sur la piste. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour que la fonction de reward corresponde bien à ce qu'on veut apprendre à la voiture. Et également, il faut que la fonction de reward reste pédagogique pour la voiture. C'est-à-dire qu'il faut que la fonction de reward l'amène vers la tâche qu'on veut réaliser, mais il faut qu'on l'amène quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui donne des étapes intermédiaires pour qu'elle réussisse à apprendre. Ça, c'est un exemple que j'aime bien. La fonction de reward, donc, qui était au départ de faire le tour, donc c'est un petit jeu de bateau, le but c'est une course de la même manière, c'est de faire le tour d'une piste. Et donc la fonction de reward au départ, c'était une récompense quand on fait le tour complet de la piste, et puis rien avant. Ça ne marchait pas du tout. Donc ils se sont dit, les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, ils se sont dit, bon, on va lui donner des récompenses intermédiaires. Les petites balises vertes là, que vous voyez ici, à chaque fois que le bateau en touche une, ça lui fait un reward positif. Sauf que le bateau, ici, il n'arrête pas de tourner autour des petites balises vertes qui se régénèrent, et donc il n'arrive jamais à faire le tour complet du circuit. Là, on voit que le circuit il est représenté en haut, là. On voit l'étoile qui fait des tours sans cesse, donc ça c'est notre bateau, et on voit que les concurrents, ce sont les petits points de couleur, ils continuent tranquillement de faire la course et ils vont probablement nous battre parce que nous, on va juste essayer de récupérer les balises qui sont là et qui se régénèrent les unes après les autres. La fonction de reward a mal été réalisée, mais voilà, donc il faut en essayer plusieurs, il faut voir ce qui marche pas. L'idéal, c'est d'avoir une fonction de reward qui représente bien la tâche qu'on veut réaliser, mais aussi qui reste pédagogique pour notre algorithme. Bon, est-ce que parfois ça marche? Ça marche parfois, mais pour des grosses équipes. Donc, par exemple,
le jeu StarCraft, qui est un jeu de stratégie, un jeu vidéo de stratégie, où il faut prendre des dizaines d'actions par minute, des centaines même, enfin, c'est assez compliqué. L'équipe de DeepMind avec AlphaStar a réussi en 2019 à battre les meilleurs joueurs du monde. Et non seulement l'intelligence artificielle a réussi à battre les meilleurs joueurs du monde, mais en plus elle avait une manière très humaine de jouer. Elle ne prenait pas plus d'actions par seconde qu'un joueur que les meilleurs joueurs du monde. Elle en prenait beaucoup, mais pas plus. Elle a réussi à les battre parce qu'elle avait une meilleure stratégie, grâce à un algorithme de Deep Reinforcement Learning, pas seulement, mais en grande partie. Alors j'ai lu aussi un papier très intéressant sur l'optimisation de réactions chimiques. La problématique, c'était très simple. Dans des micro-gouttelettes, on devait gérer les conditions de température, d'intensité d'un courant qu'on faisait passer dans la gouttelette et de pression. Et au départ, c'était fait avec des techniques un peu heuristiques. Ils regardaient les paramètres, ils les changeaient, etc. Et ensuite, dans ce papier-là, ils ont essayé de faire un algorithme de Deep Reinforcement Learning pour essayer de setter les paramètres tout au long de la réaction. Et ils sont passés de 120 steps à 40 steps, donc divisé par 3, le temps de réaction chimique pour des micro-gouttelettes. Et l'intérêt pour l'industrie, évidemment, est très, très important, parce que plus on passe de temps à créer des produits chimiques, plus ça coûte cher, et donc plus on réduit le temps, plus ça nous fait d'économies, tout simplement. Et aussi, donc ce n'est pas les seuls exemples, là, je me suis un peu focalisé sur ces deux exemples-là, mais on a pu lire beaucoup d'exemples, notamment en robotique. Pour des enchères online, il y a des papiers vraiment très intéressants, notamment sur un site de e-commerce. En machine learning, au lieu de faire un grid search, qui, bon, parfois, vous le savez tous, est impossible, on peut utiliser des techniques d'auto-ML basées sur du Deep Reinforcement Learning et de la recommandation d'articles en ligne. Donc ça, c'est Microsoft Asiac, notamment, qui avait publié un papier là-dessus, où ils amélioraient beaucoup les performances de leur modèle de base grâce au Deep Reinforcement Learning. Ils sont passés en production pendant 1 mois pour le tester, et avant, ils avaient fait des essais offline. Mais donc, quels outils on a à notre disposition pour utiliser ce genre d'algorithme quand on veut s'attaquer à un use case? Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés, notamment les algorithmes. Donc la théorie, c'est des papiers de recherche. Il y a le DDPG en 2015, le PPO en août 2017, c'est celui qui est utilisé dans le cadre du challenge d'AWS de Deep Racer. Le SAC, Soft Actor Critique, c'est celui qu'on a essayé pour la Donkey Car, donc dans le simulateur. Ce n'est pas celui qu'on a mis dans la voiture de ce matin, mais c'est celui qu'on a essayé dans le simulateur. Ça apprenait à rouler autour de la piste dans le simulateur avec un sac. Et au-delà des algorithmes, il y a aussi tout un pan de recherche sur les problématiques de fonction de reward, parce que comme on l'a vu, c'est un problème relativement compliqué. Et il y a de nombreux papiers qui sont sortis, notamment sur la curiosité, essayer de pousser l'algorithme à être curieux, à découvrir le monde. Donc il est récompensé, plus il découvre des situations qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas anticiper, plus il est récompensé. Et puis d'autres travaux qui cherchent à essayer de minimiser les problématiques qu'on a avec le fait de devoir tester beaucoup de fonctions de reward. Des papiers très intéressants et très récents, et c'est encore très riche. Donc on attend le futur avec impatience. Et voilà. Et donc, d'un point de vue théorique, il y a de nombreux algorithmes. Là, la partie complètement de gauche, c'est du not deep, c'est du Q-learning. Et tout ce qui est la partie droite, c'est du deep, donc c'est des réseaux de neurones derrière. Et il y a plusieurs. Donc, la première famille, les value optimizers, dont je vous ai parlé en premier, et ensuite les policy optimizers, dont les acteurs critiques font partie, sont la deuxième grande famille, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de sous-familles de ces grandes familles d'algorithmes. Et ça fait beaucoup, parfois c'est compliqué à choisir, on ne sait plus trop comment s'y retrouver. Mais heureusement, on a quelques autres outils, des librairies et des frameworks qui peuvent nous aider. Donc le premier d'entre eux, c'est Jim, que vous voyez complètement à gauche, avril 2016. C'est une librairie qui permet d'avoir des environnements, d'abstraire la notion d'environnement et d'avoir toujours des environnements qui fonctionnent de la même manière. Donc c'est très utile, c'est beaucoup utilisé, et notamment c'est ce qu'on a utilisé dans le simulateur de la Donkey Car. Ensuite, on a des plateformes comme Dopamine de Google, qui est sorti en août 2018, Horizon de Facebook. Eux, ils prétendent pouvoir donner un outil end-to-end, donc du début jusqu'à la fin de la réalisation du projet, donc jusqu'au passage à l'industrialisation, passage en production.
Cela dit, sur Horizon, j'ai été jeter un coup d'œil. Tous les algorithmes ne sont pas implémentés, il en manque beaucoup, mais bon, c'est une solution qui peut être intéressante à creuser. SageMaker RL, qu'on avait testé sur le depressor, qui était intéressante. Et RL Coach, c'est une librairie d'algorithmes, ils en ont beaucoup, beaucoup. Vraiment, ils ont une librairie très riche. Je vous invite à aller voir si vous voulez vous lancer dans le Deep Reinforcement Learning. Alors demain, on passe en production. On va essayer de répondre à cette question maintenant. On peut y passer du temps. Pourquoi? Parce que le Deep Reinforcement Learning, il faut choisir un algorithme, il y en a beaucoup comme on l'a vu. Il faut paramétrer notre algorithme, évidemment. Il faut choisir un cycle d'apprentissage. À quelle fréquence on va lui faire apprendre. Il y a tout un cycle à paramétrer, donc c'est un autre niveau de paramétrage. Et comme à chaque fois, ça prend du temps. Il faut créer un environnement, un simulateur. Donc une API qui va dans le monde réel si on ne veut pas utiliser un simulateur et si on n'a pas peur de prendre des risques. Un simulateur si on veut s'entraîner dans un simulateur avant de passer en production dans le monde réel. Et designer une fonction de reward. Donc tout ce processus peut prendre énormément de temps. Ça peut être vraiment très long. Alors, pourquoi pas du DeepRL pour mon use case? Je dirais qu'aujourd'hui c'est possible, mais à certaines conditions. La première condition, c'est une question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que mon problème, c'est un problème de prise de décision? Si c'est un problème de prise de décision, alors ok, pourquoi pas. Deuxième question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que j'ai du temps? Parce que si j'ai pas le temps, probablement que c'est une mauvaise piste. En tout cas, c'est pas une bonne première piste. Parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses à tuner, il y a beaucoup de choses à programmer et à essayer, et on peut y passer vraiment du temps. Une troisième question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont aussi satisfaisantes, qui seraient satisfaisantes? Si ce n'est pas le cas, alors oui, je vais essayer peut-être du Deep Reinforcement Learning. Si c'est le cas, je vais foncer vers ces autres solutions parce que en essayant des algorithmes de Deep Reinforcement Learning, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque d'y passer du temps, je vais prendre un risque que ça ne converge pas, je vais prendre un risque de ne pas avoir de choses qui vont transférer très bien vers la réalité. Et la dernière question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que je peux apprendre sans risque? Je prends l'exemple d'un marché financier, par exemple. Si je voulais faire du Deep Reinforcement Learning pour apprendre à bien gérer mon portefeuille, peut-être je n'aurais pas envie de passer tout de suite en prod pour apprendre. Parce que je risque de perdre beaucoup d'argent. Peut-être j'aurais envie d'apprendre offline avant. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. À quelles conditions je peux le faire? Alors, il y a beaucoup d'algorithmes maintenant qui peuvent apprendre offline. Il faut avoir des données. On peut aussi créer un simulateur. C'est une possibilité, mais c'est long. Mais en tout cas, si je ne veux pas perdre énormément d'argent, il faut que j'évite d'apprendre tout de suite dans les conditions réelles. Et il faut que je puisse me donner les moyens de pouvoir apprendre en amont, offline ou en simulateur, avant de passer directement en production. Pour conclure, je dirais que sans doute on va avoir de belles surprises à l'avenir. On voit que c'est un champ qui est vraiment riche. Il y a de la recherche qui est faite dans ce domaine. Il y a des papiers qui sont publiés avec une fréquence vraiment importante. On voit de nombreuses initiatives aussi pour développer des librairies, des frameworks. C'est assez récent. Donc je pense que c'est un champ qui a vocation à être suivi, qui va donner d'excellents résultats de meilleurs résultats encore très bientôt. Il donne déjà de bons résultats. Et un sujet intéressant à suivre. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez scanner le QR code et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et vous pouvez aussi prendre quelques références. Évidemment, il n'y a pas toutes les références dont je me suis servi ici. Mais c'est quelques références, des bonnes introductions et des blogs sympas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des outils ou des méthodos qui facilitent la création de simulateurs à partir de données existantes, je sais pas, peut-être en replay ou je sais pas? Ouais. Pour le simulateur, là, je vais te donner juste l'exemple qu'on a utilisé pour la Donkey Car. On a utilisé Unity, qui permet de développer un environnement virtuel, un simulateur virtuel. Donc dans notre cas, on a utilisé Unity. Et après, il y avait une surcouche Gym pour faire que cet environnement soit compris par le modèle et compatible avec les modèles de RL Coach. Après, j'imagine qu'il y a des use cases tellement différents qu'il pourrait y avoir
bien d'autres techniques pour créer un simulateur. Ce dont j'ai un peu moins parlé dans ce talk-là, c'est que c'est possible aussi de faire apprendre l'algorithme offline. Donc de lui passer en gros, ça revient à lui passer des données labellisées. Et pour éviter qu'il fasse n'importe quoi au départ, donc on peut lui donner un certain nombre lui faire un apprentissage offline, ce qui ne revient pas tout à fait à faire dans un simulateur, mais ce qui peut être une alternative avant de passer directement en production. Et bien sûr, le simulateur, si on a la chance d'en avoir un et qu'on a eu le courage de le développer, ça peut permettre de valider en amont, etc. Par exemple, pour le papier de Microsoft Agia, ils avaient simulé en fait, des fonctions de distribution pour essayer d'avoir un grand nombre de choix possibles qui simulaient en gros le comportement de leurs utilisateurs. Avant de pouvoir passer inline. Donc ils avaient simplement pris des fonctions qui pensaient relativement bien correspondre au comportement de leurs utilisateurs et ils avaient testé en amont, ils avaient appris grâce à ces fonctions-là, ils avaient justement testé en amont avec ces fonctions-là. Donc ce n'est pas forcément un simulateur extrêmement complexe, mais simplement il faut que ce soit un simulateur qui représente bien... ouais, voilà, c'est ça. Plus c'est proche de la réalité, mieux c'est, moins on prend de risques. Oui, je voudrais savoir combien de temps met la voiture pour apprendre à faire le tour toute seule? C'est une bonne question. En fait, les algorithmes de Deep Reinforcement Learning ont besoin de beaucoup d'expérience. Ils ne sont pas très efficaces en termes d'utilisation d'expérience et de données. Alors évidemment, on a besoin de pas beaucoup de données labellisées, parce que même en fait, on n'en a pas besoin. Mais on a besoin quand même de beaucoup de données en simulation et en apprentissage. Pour une voiture comme ça qui tourne autour d'un circuit, dans le projet AWS, au bout de 5 heures, la voiture apprenait à tourner autour de la piste toute seule. Voilà. Et dans notre cas, à nous ici, il a fallu plusieurs millions de steps. Donc l'entraînement est découpé en steps. Donc un step correspond en gros à une image. Donc là, il en faut des millions, plusieurs millions de steps avant de pouvoir avoir un algorithme qui est utilisable, quoi. Une fois que la voiture a appris à tourner autour de ce circuit-là, est-ce qu'elle est capable de tourner autour d'un autre circuit plus grand ou qui a d'autres boucles? Oui, en fait, le simulateur qu'on a utilisé au tout départ, le circuit est simulé et de manière aléatoire, donc il peut être un peu dans n'importe quel sens. S'il est appris dans des conditions comme ça suffisamment diverses, très probablement, il va apprendre à avoir une action très généralisable. S'il est par contre entraîné sur un circuit toujours le même, peut-être qu'il va réussir un peu à hacker entre guillemets le problème et à apprendre simplement à tourner les roues à gauche régulièrement. Mais si on le met dans un simulateur suffisamment diversifié, avec des pistes suffisamment diversifiées, très probablement il va bien répondre à différents types de pistes. Oui, en effet. Ouais, je continue sur le temps d'entraînement. Tu disais 5 heures pour commencer à conduire correctement. Tu arrives à évaluer ou avoir une intuition de à quelle distance on est d'un pilote professionnel, par exemple? Là, par exemple, si on veut... ouais, c'est une question hyper intéressante. C'est assez difficile à répondre. Je vais essayer de te donner l'intuition que j'ai, mais c'est vraiment mon intuition à moi. Et 5 heures, c'était 1 million d'images entraîné sur 1 million d'images? Ouais, plus d'un million, hein. C'était plusieurs millions d'images successives. Ouais. Disons que ce qu'on a constaté, c'est qu'un humain arrive toujours à apprendre plus vite. Globalement, il fait le tour de piste plus rapidement, il prend en main la manette. Là, par exemple, on a fait des essais avec des gens autour de la piste aujourd'hui. Globalement, les gens, en quelques minutes, ils apprennent à tourner autour de la piste. Donc, c'est beaucoup plus rapide que la machine. Après, la machine, elle part de zéro, puisqu'elle ne connaît rien au début. Un humain, il a une bonne idée du fonctionnement d'une voiture, etc. Donc c'est un peu difficilement comparable, mais en même temps, comment dire, 5 heures, je te dis ce que moi j'en pense, je trouve que 5 heures, c'est pas énorme par rapport ensuite au fait de pouvoir conduire dans plusieurs situations et sur des pistes différentes. Ouais, enfin justement, si on voulait aller en production, on aimerait arriver, peu importe le problème, peu importe le métier, à des niveau de qualité professionnelle, entre guillemets, ouais. Que ce soit pour de la recommandation ou tout autre, ou des jeux, par exemple. Et j'aurais aimé savoir si c'est tentable, enfin,
pensable dans une moindre, enfin avec des budgets respectables, par exemple d'entraîner un joueur d'échecs ou un joueur de dames, je parle même pas de joueur de Go, mais... Oui, enfin un joueur d'échecs ou un joueur de dames, j'ai pas exactement fait ce use case-là, mais j'en ai fait qui pouvaient se ressembler et je les ai entraînés sur mon Mac. C'est un laptop qui a pas des performances et qui a des bonnes performances, mais pas. Je l'ai pas entraîné dans le cloud avec 250 GPU, quoi. Donc c'est. Oui, alors justement, j'avais une question qui était un peu liée à ça. On a entendu parler qu'il y a plusieurs millions d'étapes qui sont jouées, que ça peut mettre plusieurs heures. Mais plusieurs heures par rapport à quoi comme matériel? Parce que maintenant, on entend que les derniers algos de NLP et compagnie, ça peut nécessiter des quantités de matériel impressionnantes. Ouais. Là, on parle de quoi pour le cas de la Xebicart? Ouais. Dans le cas de la Xebicart, on a utilisé le simulateur sur nos laptops. Au départ, ensuite, grâce à Nicolas, il a monté toute une stack technique autour du projet. Donc, on a pu ensuite lancer des jobs dans le cloud. Mais au départ, pour tester, pour faire les premiers tests du simulateur, etc., on a commencé avec nos laptops. Et ça a fonctionné. C'était un peu long. On le lançait le soir, on le récupérait le matin. Mais ça a fonctionné sur des laptops avec un simulateur un peu grossier, avec des gros pixels. Voilà, mais on n'avait pas besoin d'une précision extraordinaire étant donné les performances de la caméra. Et donc du coup, juste pour compléter, à la fin, lorsque vous avez été sur les derniers entraînements, vous étiez avec des GPU, quelle quantité? C'est une bonne question. Je pense qu'on avait... il faudrait que je revoie avec Nico ce qu'il avait testé. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul GPU et il l'a fait tourner pendant plusieurs heures dans le cloud. Mais pour les performances, vous pouvez, on peut en discuter après. Je demanderai à Nicolas, c'est lui qui a lancé les jobs sur Google Cloud, et on pourra lui redemander exactement le temps et puis le matériel qu'il a utilisé. Ok, merci. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.